Bonjour, vous écoutez Les Coquelicots, le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. La césarienne est une intervention chirurgicale permettant l'accouchement par incision de l'abdomen et de l'utérus. L'ouverture se fait sur la partie inférieure de l'utérus, puis une pression est exercée sur le haut du ventre pour permettre la sortie de l'enfant. Au niveau mondial, le nombre de naissances par césarienne a doublé entre les années 2000 et 2015. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces dernières années, les gouvernements et les cliniciens ont exprimé leurs préoccupations face à l'augmentation du nombre d'accouchements par césarienne et aux conséquences négatives potentielles pour la santé maternelle et infantile. En France, près de 20% des femmes donnent naissance à leur enfant par césarienne, alors que l'OMS observe que les taux de césarienne supérieurs à 10% ne sont pas associés à une réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale. Ces chiffres soulèvent des questions sur le recours parfois trop facile à la césarienne et sur les enjeux sous-jacents en termes de patriarcat. Toutefois, il est essentiel de rappeler que lorsqu'elle est médicalement justifiée, la césarienne sauve des vies. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je m'intéresse au vécu de la femme qui accouche par césarienne. En effet, au-delà du bonheur d'avoir donné la vie, les femmes qui accouchent par césarienne peuvent ressentir de la colère, de la frustration. Elles peuvent avoir le sentiment que leur corps n'a pas assuré ses fonctions. C'est le cas de Mayanne, qui s'est livrée à mon micro sur ce sujet si intime qu'est la naissance de ses 2 enfants par césarienne. Il lui a fallu du temps pour accepter ses parcours d'enfantement et pour repousser cette idée qu'on lui avait pourtant abjectement formulée dans un groupe de parole prétendument bienveillant, selon laquelle un accouchement par césarienne, ce ne serait pas un vrai accouchement. L'impact psychologique et émotionnel de la césarienne peut être colossal. Alors, ne le négligeons pas et entourons de tout notre amour nos sœurs, nos amies, nos filles qui donnent la vie par césarienne. Bonne écoute! Bonjour Mayanne. Bonjour Floriane. Comment tu vas? Mais ça va et toi? Ça va bien, merci. Je suis très contente de t'avoir à mon micro, enfin à mon micro à distance, mais en tout cas de t'avoir. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, me dire qui tu es? Alors moi je suis Mayanne, je suis maman de 2 enfants qui ont 6 et 4 ans. Je suis créatrice de contenu autour de l'allaitement maternel et de la lactation humaine. J'ai entre autres la première chaîne francophone qui parle d'allaitement maternel et de lactation humaine. Donc je fais tout un travail de vulgarisation, de démocratisation, de simplification de l'information pour l'amener au plus de parents possible. Avec ça, je crée des bijoux au lait maternel, je crée des vêtements d'allaitement, des pins d'allaitement. D'accord, donc t'es vraiment la papesse en termes d'allaitement. Et donc t'es aujourd'hui à mon micro pour parler d'un autre sujet qui peut être vécu de manière différente par les femmes selon le contexte, selon la préparation, et je pense que c'est important du coup d'en parler et que c'est important de pouvoir avoir des retours d'expérience pour justement que ça soit vécu de manière la plus douce possible, et c'est donc la césarienne puisque tu as une double expérience de la césarienne. C'est ça. Donc je veux bien qu'on commence par le commencement. Donc lors de ta première grossesse, est-ce que la césarienne c'était quelque chose qui était envisagé? Est-ce que tu y avais pensé? Et quelle image tu avais toi de la césarienne? Mais pas du tout. Moi, j'y suis allée le bébé dans le placenta, les mains dans les poches, et non, mais ça allait être, non, on l'a pas évoqué. Bon, alors par contre, faut savoir qu'il y a un passif dans ma famille puisque ma maman a eu 4 enfants et 4 césariennes. D'accord. C'est le gynécologue de ma maman qui lui avait expliqué comme ça, et ça nous a toujours fait rire. C'est un truc qui est resté dans la façon dont on parle dans la famille, c'est que le gynécologue lui a expliqué,
Voilà, il y a des femmes, elles ont des autoroutes, il y a des femmes, elles ont des nationales, il y a des femmes, tout ça pour expliquer un petit peu l'étroitesse des voies basses qu'on peut avoir, tu vois, il essayait de trouver une image. Et puis il regarde ma mère, il fait, ben vous, le problème, c'est que vous avez même pas une communale, quoi. Donc de toute façon, voilà, pelvimétrie, tout ça, c'est pas possible, quoi, ça passe pas. Donc moi, ma maman nous a toujours répété, les filles, quand vous serez enceinte, faites une pelvimétrie au cas où, on sait jamais. Donc moi, j'avais demandé la pelvimétrie quand même. Moi, la gynécologue me dit non, vraiment à l'écho, enfin, il y a de la place. Donc la pelvimétrie, c'est la mesure du bassin, c'est ça? La mesure du bassin, mais sur 3 mesures. Donc moi, j'avais juste donc la mesure du milieu. La gynécologue me dit oui, bon, c'est un peu juste. Elle me dit vraiment, j'ai déjà fait, elle m'a de la dit texto comme ça. Elle me dit, j'ai déjà fait passer plus gros dans plus petit. D'accord. Et t'avais pas du coup envisagé la césarienne dans un projet de naissance? Pour le premier, j'ai pas fait de projet de naissance incluant la césarienne. D'accord. Donc t'avais ton projet de naissance idéal et pas de scénario alternatif? Non. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui s'est passé le jour J? Qu'est-ce qui t'a mené à avoir une césarienne? Alors en fait, le samedi matin, c'était un samedi. Dans la nuit, j'avais déjà eu pas mal de contractions, puis le matin, quand même, vraiment, quoi, ça commençait à être un peu plus intense, mais très irrégulière. Alors il y a une chose à savoir, c'est que je fais partie des 5% des femmes qui ont des contractions irrégulières jusqu'au bout. D'accord. Il y a un pourcentage de femmes. Heureusement, la sage-femme nous en avait parlé pendant les cours de préparation à la naissance. Et techniquement, je suis tombée dans le lot. Donc, vraiment des contractions irrégulières, mais jusqu'à la fin. Donc, bon, je me lève quand même. Je sentais que c'était plus intense. Puis, je sais pas, tu sais, au feeling, tu le sens, quoi. Tu te dis, ouais, bon, il était à plus 5 jours. Je me suis dit, bon, ça va être aujourd'hui, quoi. J'appelle la mater, je prends le temps de prendre ma douche, je prends un bon petit déj, on y va. Il devait être quelque chose comme 8h30, 9h, un truc comme ça. J'arrive, examen. Oui, bon, col dilaté à, je sais plus si c'était 2 ou 3, enfin. Et vraiment, tu sais, j'étais dans ce truc où tu commences à chanter un peu, tu sais, tu danses sur tes 2 pieds, puis tu commences un peu à chanter, tu sais, comme ça. Examen à midi, elle vient, effectivement, à midi, elle me dit, ah bah vous êtes déjà, c'était, je crois, 5 ou 6, j'avais doublé, en fait. Elle me dit, vous êtes toute seule aujourd'hui, là, l'après-midi, il y a personne, c'est hyper calme. Elle me dit, ça vous tente d'aller dans la salle avec la baignoire? Alors, sachant qu'il y a les visites, tu sais, prénatales de la mater, donc je savais je voyais de quelle salle elle me parlait. Elle me dit, si vous voulez, je vous installe, je vous fais couler de l'eau et tout, on baisse les lumières, tranquille, enfin, vous êtes toute seule, vraiment, il n'y a pas de souci, quoi. Oh bon, je suis toute seule, on me le propose, je vois qu'il n'y a pas d'urgence autour, bah ok, quoi, pourquoi pas. T'avais un projet d'accouchement sans péridurale ou pas? Je m'étais pas mis de pression et pas d'intention précise, je m'étais dit, si je peux, je fais, si je me sens pas, bah je prendrai la péri. Donc elle m'installe, etc., les lumières tamisées, je suis restée un bon moment, peut-être midi 4-5 heures, quelque chose par là. On a remis l'eau chaude. Je gérais, quand ça devenait intense, je fermais les yeux, je chantais. De temps en temps, elle passait la porte, elle regardait mon mari, elle disait alors. Enfin, ils se regardaient visiblement, voilà. Je sentais que ça communiquait en non-verbal au-dessus de ma tête, mais voilà, le reste, moi, ça me passait au-dessus, quoi. Et puis en fin de compte, ça a commencé à devenir de plus en plus intense, et donc j'ai voulu sortir. Donc je sors. Donc après le bain, elle m'examine, et donc là, j'étais à 8. Et en fait, c'est une sage-femme qui a passé la tête en disant, elle nous dit très très doucement, mais elle nous dit quand même, si vous voulez la césarienne, c'est maintenant ou jamais, l'anesthésiste s'en va. La péridurale, tu veux dire? La péridurale, pardon. Et en fait, j'étais tellement dans ma bulle que je pense qu'elle serait pas venue, elle me l'aurait pas proposée, je l'aurais pas prise. Et je pense que c'est ça qui m'a affolée, c'est genre, bah, l'anesthésiste va partir. Et je pense que c'est ça, en fait. Parce qu'elle m'aurait dit, vous voulez la péri ou pas, finalement, je pense que j'aurais été capable de lui dire non, tu vois. Et puis, bah, du coup, bah, ça m'a cassé dans mon truc et je dis, ah oui, donc, péri. Donc, péri, l'anesthésiste arrive, anesthésiste pas très aimable malheureusement, qui demande donc à mon conjoint de sortir. C'est la seule anesthésiste en plus qui demande au conjoint de sortir, conjointe de sortir. Donc on est tombé sur elle ce jour-là, voilà. Donc bah moi je l'ai regardé, je fais en fait c'est même pas un rêve, c'est soit il reste, soit vous me touchez pas. Donc du coup elle a soufflé un grand coup et puis elle me dit oui bon alors il y a pas intérêt à ce qu'il tombe dans les pommes. Je dis vous savez quoi, il est grand hein. Donc bon bref, péri-mise, etc. Pas de souci, ok. Position gynécologique d'accouchement, bon voilà, allongé. Oh puis j'avais la péri, quoi, c'est bon, j'avais plus mal. Moi j'étais partie à rigoler. Bon bah ça allait venir. De toute façon j'étais à 8. En plus j'étais hyper confiante, quoi, parce que j'étais à 8 finalement. Donc je me suis dit bon péri ou pas, je suis à 8.
c'est plus qu'une question de quelques temps, quoi, tu vois. J'étais vraiment pas dans l'optique qu'il allait se passer quoi que ce soit. Puis la sage-femme revient, toute guérillette, je pense, pas mettre de pression, pas mettre d'inquiétude. Elle me dit, bon, quand même, ça commence à être long, vous avez toujours pas rompu la poche des os. Elle me dit, je vous propose quand même, ce serait peut-être bien qu'est-ce que vous en pensez si on rompt la poche des os? Peut-être que vous êtes bien dilaté, ça va commencer un petit peu à décider bébé à descendre, etc. Je dis, bah, écoute, pourquoi pas? De toute façon, c'est vrai que ça faisait quand même un moment. Là, elle rompt la poche des os, elle me dit, bon, c'est un petit peu un coquinou, hein. On a un liquide amniotique qui est un petit peu tenté quand même. Donc, bon, elle voulait, tu sentais vraiment qu'elle voulait pas stresser, tu vois. Vraiment, elle était guerrière. Tu sentais que vraiment, voilà, elle voulait pas angoisser le monde. Elle me dit, bon, elle tâte, elle me dit, bon, là, le col est quand même bien, on est à 9 maintenant, mais bon, il y a des contractions, mais c'est toujours irrégulier, puis je sens rien, donc je sens pas la tête, je sens rien, quoi. Puis elle me dit, je vous propose de quand même mettre un petit peu d'ocytocine de synthèse par injection, parce que là, dans la perf, parce que bon, là, quand même, ça commence à être un petit peu long. Donc, ok, va pour l'ocytocine. Et puis en plaisantant, elle me dit, bon, je vous préviens, je sors le rasoir pour vous raser parce que des fois, juste à sortir le rasoir, ça décide tout le monde, hein. Elle me dit, c'est des petits trucs comme ça, bon. Puis en plaisantant, je lui dis, écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas été chez l'esthéticienne, ça fait 9 mois que je suis bloquée, pourquoi pas? Mais vraiment, on était dans le truc de l'humour. Ouais. Et donc, rasoir, toi, tu te dis pas rasoir pour éventuellement passer au bloc en césarienne? Je me dis non, elle a tout fait. Elle a rompu la poche des os, on a mis l'ocytocine. Des fois, il peut y avoir besoin d'un petit coup de pouce. La médecine, c'est pas non plus que négatif. Bon, pourquoi pas? Je veux dire, allez, peut-être. Des fois, ça peut aider, effectivement, d'avoir un petit déclic comme ça. Why not? Et puis, en fait, le temps qu'elle me dit sa bêtise, que je lui réponde, je la regarde, je fais, en fait, là, dans 2 minutes, je vous quitte. Elle me dit, comment ça, dans 2 minutes, vous me quittez? Ben, j'ai des paillettes devant les yeux. Je me connais. Dans 2 minutes, je tombe dans les pommes. Et à partir du moment où j'ai dit ça, tout s'est accéléré, en fait. Elle me dit, alors on va vous mettre un petit masque à oxygène et puis je vais appeler le gynécologue de garde. Donc, du coup, elle appelle le gynéco de garde. Et le masque à oxygène, ça t'a fait revenir? Ouais, ça m'a fait revenir, puis du coup, mais j'étais déphasée, en fait, si tu veux, j'étais plus du tout, on va dire, alignée avec moi-même. Je sentais l'angoisse autour, même si je voulais absolument l'ignorer. En fait, toute mon énergie était tournée vers le fait d'ignorer, en fait, l'angoisse qui commençait à monter de partout. Donc, du coup, on passe, le gynécologue passe la porte, il me dit, bon, alors, il va falloir qu'on fasse une petite césarienne d'urgence. Bon, vous inquiétez pas, ça peut arriver. C'est vraiment, ne vous inquiétez pas, vous n'y êtes pour rien. Ça peut arriver parfois, on va voir ce qui se passe. Donc vraiment toujours très rassurant. Et moi, je le regarde en déconnant, mais vraiment, je le regarde, je fais, vous inquiétez pas, je suis prête à être découpée comme un poulet de Noël. Donc dans ma tête, c'était pas grave parce qu'au final, je voulais vraiment garder le positif et dans ma tête, à ce moment-là, j'étais encore dans le bon, de toute façon, s'il faut une césarienne, il faut une césarienne. Le principal, c'est que bébé soit en bonne santé, sorte en bonne santé, que j'ai mon bébé en vivant, hein. Grosso modo, c'était ça, hein, c'était l'aspect survie. On passe donc dans la salle d'à côté, tout le monde se prépare, et donc là, je n'avais pas mon mari, parce qu'en salle de césarienne d'urgence, comme ils ont réduit le temps de trajet, du coup, il n'y a pas de salle de préparation. Donc, on peut pas avoir le conjoint. Premier coup derrière la nuque. Ok, bon, je souffle, je me dis ça va le faire. Je demande à la sage-femme qui était avec moi, je dis est-ce que vous pouvez rester avec moi et tout. Elle me dit malheureusement là, moi je suis là vraiment pour votre bébé. Il faut que je sois de l'autre côté du champ, donc avec le gynéco. Donc moi je me retrouve avec personne si tu veux. D'accord, donc ils installent un champ entre toi et ton ventre en gros en l'air, et de l'autre côté il y a le gynéco et la sage-femme. Il y a le gynéco, la sage-femme, la puère. D'accord. Et je crois qu'il y avait une auxiliaire. Ils étaient 4. Non, c'est parce qu'il y avait une interne en gynéco. Et de ton côté, il y a personne. Ils sont tous de l'autre côté du champ. Et de mon côté, j'ai personne. Tout le monde est de l'autre côté. Me parle, mais moi, je n'ai personne, si tu veux. Du coup, l'anesthésiste, gentiment, vient me voir et me dit, si vous voulez, je sais qu'on se connaît pas beaucoup, mais je reste avec vous, je reste à vos côtés, etc. Sauf que moi, dans ma tête, mais c'était cuit, en fait, c'était mort. Elle m'avait saoulée juste avant, en fait. Donc, j'avais strictement aucun lien d'affinité avec elle. Et en plus, je la regardais de traviole, genre, attends, tu m'as fait yesh, et maintenant, tu viens me voir. Mais dégage, en fait. En fait, je l'ai regardée, je fais, c'est gentil, mais je vous connais pas, quoi. Bon, et puis, gentiment, elle reste quand même. Et donc, on se prépare. Effectivement, j'avais extrêmement froid. Mais au début, j'avais froid. Je leur ai dit que j'avais froid, quoi. Ils m'ont mis une deuxième couverture chauffante. Bon, ok. Et puis, en fait, c'est à ce moment-là où tout bascule. Le gynécologue dit donc à son équipe,
Scalpel. Et là, c'est le mot qui a tout fait basculer. C'est-à-dire qu'au moment où il a prononcé scalpel, c'est simple, ma rationalité s'est barrée à Tahiti avec le bikini et m'a laissé en plan sur la table. Tu me fais rire. Mais c'est vraiment ça. Je me suis dédoublée. C'est-à-dire que je ne captais plus rien. J'étais dans un espèce de brouillard, tourbillon, je sais pas comment décrire ça, le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles, là, quand il y a le tourbillon, qui est la reine qui lui court après, en gros, c'était ça, mon truc, quoi. C'était psychique parce que physiquement, physiquement, tu sens rien. J'avais une péri plus une rachis, donc physiquement... Oui, donc parce que avant de te mettre sur la table, ils t'ont remis un produit dans le petit tube de la péridurale, c'est ça? Ils te repiquent pas, hein? Non, ça est passé dans le tube de la péri, mais j'ai eu la péri et la rachis anesthésie. C'est vraiment le mot scalpel, tu t'es dit on va m'ouvrir en fait. Ah ouais. Ah mais c'est je sais pas, un genre de bouton, t'as appuyé sur un bouton, hop, il y avait plus rien. Et, hop. Reboot total de la machine, tu vois, y a plus personne. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est un gros brouillard. Choc émotionnel, psychique, tout ce que tu veux. Je me souviens, le gynéco sort mon bébé et puis il me dit, baisse le champ, il me dit, écoutez, vraiment, ne vous en voulez pas, vous avez fait tout votre taf, vous avez merveilleusement bien travaillé, mais maintenant que je le vois dans mes mains, il a un tour de cordon autour du cou et je n'ai pas la place de passer mon doigt. Donc de toute façon, même si vous aviez fait une voix basse, je vous aurais arrêté, je ne pouvais pas enlever le cordon. Tu sais, des fois, ils peuvent enlever avec le doigt, tu sais, repasser le cordon pour l'enlever des fois autour du cou des bébés. Il me dit là, vraiment, je n'ai pas la place. Bon, il se voulait rassurant, hein, quelque part. Hein. C'était vraiment pas... Enfin, je pense que vraiment, c'était le côté... peut-être eux m'ont perçu paniquer, je saurais pas te dire. Je sais juste qu'après, j'ai... Encore une fois, toute mon amabilité. La sage-femme qui fait le tour, si tu veux, puis sa façon de tenir le bébé, tu sais. Et en fait, elle avait calé la nuque de mon fils dans le creux de son pouce et de son index. Donc ça faisait comme une petite tête qui pendait, si tu veux. Donc elle fait le tour avec un bébé qui a une tête qui pend et qui est légèrement bleu, et elle vous dit « Oh, mais regardez, c'est un super petit garçon, vous voulez lui faire un bisou ?» Et en fait, moi, dans ma tête, mais je l'ai envoyé chier, la pauvre. J'ai regardé, je suis « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» J'ai dégagé. Et en fait, je l'ai même pas embrassé. C'est pas que je voulais pas l'embrasser, c'est pas que je voulais pas le voir, c'est pas que... Elle me ramène un truc inerte et bleu. Il pleurait pas, Non. Ok. Donc, dans ma tête à moi, il est mort, en fait. Donc, en fait, grosso modo, ce que je voulais lui dire de façon beaucoup plus polie, c'est allez le faire respirer et ramenez-le moi après, quoi. Mais me le présentez pas comme ça, c'est pas... Enfin, non, enfin, dans ma tête, je suis pas là, déjà, donc c'est pas la peine de me parler, je suis pas là. Et en plus de ça, c'est hyper impressionnant, donc... Enfin, non, en fait. Enfin, tout à l'heure, tu vois. Donc, ils sont allés le nettoyer, parce qu'en plus, il avait avalé du méconium, donc il a dû être aspiré, etc. Sauf que moi, en fait, la seule chose que j'ai vue, parce que tu sais, tu te raccroches quand c'est comme ça, psychiquement, quand t'as une scission comme ça, tu te raccroches à des éléments que tu connais. Et en fait, quand elle a ouvert la porte pour emmener mon fils, j'ai vu mon mari dans le couloir. Sauf que j'ai vu mon mari faire les 100 pas. Et faut savoir qu'avec mon mari, on se connaît depuis qu'on est enfant. Donc, son regard, si tu veux, je me suis dit, ça pue. Je savais pas quoi, je savais pas, mais juste, voilà, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Après, je savais pas quoi. De là, donc, bon, l'équipe s'occupe de moi pour me refermer, enfin, libérer le placenta, etc., refermer, etc. Et puis, le gynéco me dit, 21h01, il me dit, ah bah, ça y est, on l'entend crier. Madame. Donc, madame Intel, hein, bien sûr. Est-ce que vous entendez? Regardez, concentrez-vous. Est-ce que vous l'entendez crier? Vous voyez, il va très, très bien. Écoutez, on l'entend crier, etc. Donc, vraiment, il voulait être hyper rassurant, vraiment adorable. Et moi, en fait, le truc, c'est que comme j'étais psychologiquement pas là, je l'ai pas entendu. Et je ne l'entendais pas. Et même en essayant de me concentrer, comme j'étais pas dans mon corps, je n'entendais rien. Et en fait, dans ma tête, ça a fait qu'un tour, je me suis dit, eh merde, je suis une mauvaise mère, je l'entends pas. Puis tu sentais vraiment le soulagement dans la salle, hein. Jusque-là, jusqu'à ce qu'on entende mon fils crier, tu sentais qu'il y avait une certaine tension, tu vois. Et à partir du moment où on l'a vraiment entendu crier, j'ai vraiment ça, par contre, je l'ai ressenti dans la salle, tout le monde va bien, on a la mère, on a le bébé, c'est bon, tout va bien, tu vois. Tu sentais que du côté de l'équipe, ça ressemblait un peu à ça. Et ça, vraiment, j'étais en capacité de le percevoir, ce truc-là. Mais moi, j'ai pas entendu mon fils, en fait. Mais pas du tout. Et du coup, dans ma tête, c'était vraiment, je suis une mauvaise mère, quoi. Et le dernier coup de grâce, ça a été, quand j'ai les collègues a fait,
On referme, comptez les compresses. Mais je ne sais pas pourquoi cette histoire de compresses m'est restée. Mais j'avais trop peur qu'ils en oublient une en fait. Donc après ça, tout était terminé, j'étais refermée, etc. Mais tu restes, tu sais, quand c'est une césarienne d'urgence, tu restes en salle de césarienne d'urgence pour, en gros, faire comme quand tu es en salle de réveil, quoi. Ils te gardent dans la même pièce. Je suis restée, je crois, un truc comme pas loin de 2 heures, quelque chose comme ça. Tout le monde est parti, le champ a été enlevé, etc. On m'a remis ma blouse comme il faut, on m'a remis une couverture. J'ai dit que j'avais très très froid, donc on m'a mis une deuxième couverture. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je tremblais énormément. Mais quand je te dis je tremblais, c'est-à-dire que Parkinson à côté, c'est de la rigolade. Hein. C'était vraiment, c'était terrible quoi. Avec l'analyse, je sais très bien, c'était complètement le contre-coup et le choc. Hein. J'étais là-dedans, hein, si tu veux. C'était des tremblements dus à ça. Hein. Et mais semble-t-il, j'ai tremblé pendant toute l'opération. Donc voilà, du coup je me retrouve plus personne, c'est-à-dire que j'avais vraiment personne, plus un bruit, plus personne avec moi. Ils avaient enlevé ils avaient éteint les lumières de la salle et en fait, ils avaient juste laissé la lumière, tu sais, de la lampe du champ opératoire si tu veux. Donc ça fait une lampe ronde blanche. Alors même s'ils avaient atténué, tu sais, tu vois un espèce de halo blanc. Et vraiment dans ma tête, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, j'avais l'impression d'être à la morgue. Et en fin de compte, dans un premier temps, ils ont fait revenir mon mari. Donc là, déjà, j'ai eu un premier... Et puis, du coup, la sage-femme est arrivée un petit peu... Ou c'était la puère, je sais plus. Elle est arrivée un petit peu plus tard, du coup, avec notre fils. Et donc là, je vois la puère rentrer. Je tremblais encore. Et je la vois approcher, mais vraiment, c'était le truc au ralenti. Je la vois approcher. Et en fait, dans ma tête, je me dis... Stop. Tu arrêtes de trembler immédiatement. Ta première rencontre avec ton enfant ne peut pas être un tel choc émotionnel pour lui. Et je te jure qu'il était même pas à 2 cm de mon corps. J'ai cessé instantanément de trembler. Terminé, basta. Et puis à partir de là, tété d'accueil, il l'avait laissé sous la couverture en couche nue pour qu'en fait il puisse être sur moi en peau à peau, mais avec sa couverture plus les 2 couvertures chauffantes en fait. Faut pas que vraiment il ait froid. Et du coup, je suis restée vraiment avec mon bébé, mon mari. Là, je pense que du coup, on est resté un certain temps quand même. Et je me suis focus sur le moment présent. J'avais mon bébé. Finalement, on était bien. J'étais vivante. Il était vivant. Ok, il y avait de l'émotionnel à digérer. Ça allait se digérer, mais ok. T'as eu un débrief du coup de ce qui s'était passé, de pourquoi il y avait eu besoin de cette césarienne? Du coup, j'ai eu un débrief le lendemain matin, du coup, puisque c'était dans la nuit, 21h, 22h, c'était dans la nuit. Donc le lendemain matin, c'est l'interne du coup qui est venue me voir. Et donc elle vient me voir, elle me dit bon, ça va, vérifie la cicatrice, etc. Tout allait bien, ok. Et elle me dit oh là là, il faut que je vous raconte quand même parce que c'est quand même la première fois que je dois monter sur une maman pour la maintenir tellement vous trembliez quoi. Donc elle était montée sur toi et tu t'en étais pas rendu compte? Eh ben non, je m'en suis pas rendu compte. En fait, elle est montée à cheval, si tu veux, sur moi. Donc, en fait, si tu veux, c'est ce que j'ai su après, fesses vers mon visage, si tu veux. Et en fait, comme elle devait appuyer, parce que mon fils il était très haut. Pour donner un ordre, une explication comme on me l'a donné et comme je la comprends le mieux, en fait, il était resté à la hauteur d'un bébé de 1 mois. Donc, il était vraiment pas descendu. Hein. Il était vraiment très très haut. Donc, pour pouvoir pousser déjà, déjà faut qu'il puisse appuyer, mais en plus comme je tremblais tellement, elle m'a dit mais il a fallu que je monte pour essayer de faire un peu contrepoids des tremblements parce que c'était pas visiblement c'était un peu compliqué quoi. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire à un moment donné où il y avait une urgence pour sauver une mère et un bébé. C'est quelque chose médicalement que je comprends très très bien. Tu vois, j'ai vraiment cette entente par rapport à des fois des urgences médicales où on procède comme ça et voilà. De toute façon, il y a un moment donné, il faut parer au plus pressé, il faut faire au mieux pour tout le monde et il faut surtout que tout le monde soit vivant à la fin. Ouais, donc, ce qui était voilà. le cas. Ce qui était le cas. Donc finalement, c'était derrière le champ, je l'ai pas vu, je l'ai pas. Alors j'avais bien senti que effectivement, on essayait de pousser un petit peu, mais j'ai pas senti plus que ça à ce moment-là, parce que je te dis, comme j'étais dans le brouillard. Et ces tremblements, du coup, ils étaient dus à ton état de choc émotionnel? Oui, je pense que c'est ça. Vraiment, je pense que c'est ça. Et comment t'expliques du coup que la situation qui se passait très bien jusque-là se soit dégradée et que d'un coup il y ait eu besoin d'intervenir en urgence avec cette césarienne? Alors en fait, ça du coup, j'ai eu le débrief et ça m'a été expliqué, c'est qu'en fait, donc moi mon corps travaille très bien, c'est juste qu'en fait, j'ai des bébés qui ne descendent pas, qui restent très très haut et en fait pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont le cordon autour du cou. Donc il et elle, parce que ça va être la même chose pour ma fille, et en fait, ils ont le cordon qui est déjà relativement bien serré. Donc même si... Alors j'ai jamais eu la curiosité de demander, et depuis ma gynécologue est à la retraite, mais je sais que moi, m'est arrivé la même chose quand j'étais dans le ventre de ma maman.
Et je sais que j'avais ce problème de cordon. Donc en fait, m'a été émis plusieurs pistes beaucoup plus tard, hein, quand j'en parlais autour de moi, d'autres mamans, elles me disaient mais est-ce que t'as demandé si c'était parce que ça peut apparemment ça pourrait être quelque chose de génétique, cette histoire d'avoir des cordons courts. Il semblerait, mais je n'en sais pas plus parce que j'ai pas voulu non plus creuser le sujet, que avoir des cordons courts peut être quelque chose d'héréditaire et de savoir si c'était bien une histoire de cordons courts. Et après, le suivi à la maternité s'est passé comme un suivi pour n'importe quelle femme césarisée. Impeccable. Moi, j'étais donc avec des agrafes. J'ai pas eu des points, j'ai eu des agrafes. Ce qu'il y a, c'est que notre nursery, elle est centrale, elle est pas dans les chambres. Donc, c'est simple, le lendemain matin à 8h, j'étais debout. Donc, voilà. J'étais debout et je me suis cramponnée telle une grand-mère à son déambulateur, au fameux lit en plexi transparent, pour amener mon fils à la nursery. Donc, du coup, ouais, je crois que c'est ça, 8-9 heures, quelque chose comme ça. Donc, sachant que mon fils est sorti à 21h la veille. Donc, du coup, mon mari avait mon fils dans les bras, hein. Voilà. Donc il était pas on voulait pas le mettre dans le berceau puisque je m'en servais comme déambulateur. Donc on sait jamais ce qui peut arriver. Donc mon mari avait mon fils dans les bras pour l'emmener à la nurserie. La sage-femme ouvre la porte, elle me dit qu'est-ce que vous faites debout? J'ai regardé, je suis on va changer notre fils à la nurserie. Elle me regarde, fait mais il a un papa? Et là du tac au tac, elle s'est mangée en pleine tronche. Ouais, et il a une mère aussi. Parce que tu pouvais pas le changer dans la chambre. Il y avait pas quelque chose pour un équipement pour le changer dans la chambre. Non. Et puis comme le papa était là, si tu veux, il partait du principe que le papa allait emmener le bébé et que j'allais rester tranquillou bilou dans le lit, si tu veux. Sauf que c'est un petit peu mal connaître la bête. Et puis c'est sous-estimer l'impact émotionnel de la césarienne d'urgence. Ou si tu veux, moi, clairement, je le dis toujours, j'ai mis 5 jours à me sentir maman. Donc j'avais besoin de coller serré aux fesses de mon bébé pour déjà être sûr que personne le chope. Pourtant il était avec son père, hein, mais bon c'est toujours les peurs un peu irrationnelles mais du cerveau archaïque qui sont là si tu veux. Donc je voulais pas qu'on puisse me les changer et puis de toute façon par principe il avait une mère quoi, ils avaient qu'à mettre des changes dans la chambre. Bon an mal an, je suis allée jusqu'à la nursery et arrivée à la nursery en fait j'avais du sang sur ma blouse. Donc la sage-femme qui était là, elle me dit je soulève la blouse, je voudrais juste voir un truc. Elle me dit, ça va en dessous, vous avez vos... Donc, je dis, oui, c'est bon, j'ai des sous-vêtements. Elle check. Oui, j'avais fait sauter 2 points. D'accord, en te levant, du coup. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas recommandé. Non, pas du tout. Non, pas trop. Et donc là, elle me dit, bon, alors, c'est très, très simple. Elle me dit, moi, si vous vous relevez, je vous préviens, je vous sangle au lit. Et là, je l'ai regardé, je fais, vous voulez pas que je me lève? Vous fournissez ce qu'il faut pour changer mon fils dans la chambre, il est hors de question qu'il revienne ici sans moi. En fait, elle m'a dit, oui, alors il y a pas de problème, on va vous emmener ce qu'il faut dans la chambre. Et toi, tu sentais, t'as récupéré les sensations dans tes jambes rapidement après l'arraché anesthésie? Oui, assez rapidement. C'est un peu comme quand t'as des fourmis dans les jambes. C'est-à-dire que tu sens tes jambes, tu sens que t'es un peu gêné. Donc c'est sûr que vraiment, ça te donnait l'impression de traîner ta patte, tu sais, genre tu prends ta jambe, tu la traînes par terre. C'était ça. Hein. J'étais à moitié allongée sur cette espèce de berceau. Je me souviens, j'avais les bras de chaque côté. Je vais avoir les seins dedans tellement j'étais à moitié allongée dessus. Et j'avançais, c'est genre chut, chut, une jambe après l'autre, c'est qui frotte le sol. Mais j'allais y aller de toute façon. Du coup, donc ça s'est passé. Et donc, pas la première nuit. Donc, pas la première nuit qu'on a passée, mais la deuxième. En fait, là, j'ai fait un burn-out. Arrivé le soir, j'ai commencé à pleurer, etc. Et en fait, je suis tombée dans une espèce de truc où en fait, j'ai rejeté mon fils. C'est-à-dire que je me suis mise à pleurer. J'ai regardé mon mari, je suis écoute, maintenant, tu prends ce truc et tu le ramènes. Il me dit, comment c'est quoi t'esque? Qu'est-ce que oui, d'accord. Donc là il a pris un tabouret, je me souviens très bien, il a pris un tabouret, il a mis le tabouret à côté de moi, il fait et puis j'ai commencé à partir mais en cacahuète, à pleurer en me disant oui, reprends-le, c'est pas le mien, de toute façon mon bébé il est dans mon ventre, c'est pas mon bébé, reprends-le, on nous a donné un bébé, c'est pas le mien. Et vraiment j'étais partie en live, hein. Je sais pas où j'étais mais j'étais partie en live quoi. Je pense qu'entre la chute des hormones, la chute des produits, le contre-coup, le fait que je me sois levée le matin pour aller faire les soins, qu'on m'ait dit de toute façon si vous restez pas au lit on vous attache, le fait d'avoir obtenu finalement quand même que mon bébé, je pense que tout la première visite, enfin
tout s'est mélangé dans l'émotionnel, le physique, tout. Je voulais vraiment, c'était comme si ça me brûlait, si tu veux. J'avais mon fils sur moi, c'était comme si ça me brûlait, ça allait pas, si tu veux. Il y avait dans mon cerveau une pièce du puzzle qui n'allait pas. Et c'était pas mon enfant était dans mon ventre. Et c'était pas mon enfant, quoi. Il fallait absolument que mon mari le prenne. Ce que d'ailleurs, très tranquillement, il a fait. Hein. Il a pris mon fils, il m'a caressé les cheveux. Oui. Donc mon mari, très calmement, me dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Bah, tu vas dormir. Hein, on va faire ça, tu vas dormir. Donc, finalement, entre 3 et 4 sanglots, j'ai fini par m'endormir, hein, clairement. Hein. En fait, t'avais pas eu la transition dont t'aurais eu besoin entre l'état de grossesse et l'état de maman. Mais je pense que clairement, c'est la transition de la voix basse. Hein. Ce complexe hormonal qui se fait au moment de la voix basse que j'ai pas eu et que mon cerveau a décrété qu'il manquait une pièce du puzzle, quoi. Du coup, t'étais enceinte et le moment d'après, t'avais ton bébé, mais comme il n'était pas passé par là, comme il n'était pas descendu, intellectuellement, tu t'arrivais pas à assimiler l'information, quoi. C'est ça. Il y avait pas, c'était pas logique. Il manquait un truc, il manquait une étape. C'est comme avoir tous les ingrédients de la mousse au chocolat, puis voir la mousse au chocolat finale, mais au milieu, il s'est passé quoi? Donc tu dis non, c'est pas ça. On revient en arrière, on le remet dans le ventre et je le ressors, quoi. Je pense vraiment que pour le coup, j'étais vraiment branchée sur mon cerveau reptilien il y a un truc qui manque. Il y a un illogisme naturel du sens de la nature, de ce qui se passe dehors. Il y a un illogisme naturel et il y a une pièce qui manque et on n'arrive pas à combler cette pièce, quoi. Et pour l'instant, ça se fait pas. Et puis avec la fatigue et le choc émotionnel, ça pouvait pas se faire, quoi. Et puis, puisque la voix basse n'avait pas pu avoir lieu, l'allaitement était peut-être encore plus important pour toi parce que c'était ce lien qui te faisait mère, en fait, auprès de ton fils. Ah oui. En fait, il faut savoir, mais ça je l'ai su en me formant avec l'allaitement, que le complexe hormonal qu'on vit au moment du passage de la voix basse, c'est un complexe hormonal qu'on vit aussi avec l'allaitement. Alors, il est différent, il est plus léger, mais on est dans la même chimie, dans la même chimie. Voilà, cherchez le mot. Merci, Floriane. On est dans la même chimie, exactement. Sauf que du coup, elle se fait pas au moment du passage dans la voix basse, si tu veux, elle se fait avec l'allaitement. Donc c'est là où vraiment je dis merci à l'allaitement, merci au pot à pot, parce que j'ai passé 5 jours à poil, hein, concrètement. Ouais. Donc la césarienne a pas du tout mis en péril du coup l'allaitement. Je pense de toute façon que le fait de l'avoir gardé exclusivement en pot à pot sur moi en permanence avec l'accès au sein tout le temps et ça pour avoir été formée au biological nurturing après, je pense qu'en fait instinctivement Suzanne Colson appelle ça l'allaitement instinctif. J'ai fait ce que j'avais à faire en tant que maman, je l'ai gardé contre moi, je l'ai laissé téter même quand il dormait. Et je pense que la transition métabolique c'est très bien faite pour lui et que du coup ça a été nickel. Ouais, ça répare un peu le côté césarienne, quoi. Ah oui, parce que par contre, j'ai passé 5 jours à le sniffer, à lui faire des bisous partout. Non pas qu'on le fait pas avec son enfant, je veux dire en temps normal, mais je sais pas pourquoi. Je sais que ça avait une dimension. Enfin, c'était important qu'il soit là, à cet endroit-là, précisément pendant tout ce temps, quoi. Toi, t'avais besoin de prendre plus de lui pour pouvoir justement assimiler ce rôle de mère qui était le tien, que t'avais pas pu assimiler par le passage par la voix basse, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que j'avais besoin du complexe hormonal qui se dégage avec l'allaitement et de m'en saisir plus pour vraiment arriver à faire cette transition, quoi. Et au niveau de ta cicatrice, comment ça s'est passé, du coup, la cicatrisation? Alors moi, il faut savoir que la cicatrisation, ça a été un petit peu complexe pour la première, parce qu'en fait, donc sur les 2 points qui ont sauté, j'ai fait une petite infection en rentrant. Donc bon, soigné assez rapidement quand même, hein, voilà. Mais du coup, ça m'a fait une boule en fait en dessous. Les chairs se sont pas forcément. Alors, ce qui est parti depuis, je ne l'ai plus. Mais par contre, ça peut m'arriver d'avoir enfin, ça pouvait m'arriver jusqu'à ma 2e césarienne d'avoir des tensions dessus. Et t'as réussi à la toucher, à la nettoyer, etc. Ça a mis très très longtemps avant que j'arrive vraiment à me toucher au niveau de la césarienne. Et elle est où exactement la cicatrice? Moi, ils me l'ont vraiment fait. Au jour d'aujourd'hui, on la voit même plus pour te dire. Et j'ai eu 2 fois donc sur la même. Ils m'ont ouvert 2 fois sur la même ligne. Je sais qu'il y en a qui gardent le sourire, comme on peut l'appeler parfois, mais moi vraiment, faut savoir que j'ai une césarienne pour la voir, hein, vraiment. Hein. Moi, c'est vraiment dans les poils, c'est vraiment dans le haut des poils du pubis. Et je te dis, elles ont tellement été bien faites. Et pourtant, je cicatrise que si tu le sais pas, même moi, des fois, je la cherche. D'accord. Donc toi, au début, t'étais très impressionnée par cette cicatrice. Je pense que c'était pas tant le fait d'avoir une cicatrice, parce que j'ai déjà été opérée plusieurs fois dans ma vie, que le côté émotionnel lié à cet endroit-là, en fait, si tu veux, vraiment. Ok. Et c'était douloureux, physiquement?
Ça allait. Bon, au début, c'est un petit peu. Après, c'est comme avoir un hématome, quoi. Pendant un certain temps, c'est comme avoir Ouais. un bleu, quoi. C'est pas. Moi, vraiment, ça m'a pas plus fait de douleur que ça. C'est pas tant. Je te dis, c'est vraiment pas tant la douleur où ça peut te faire comme une sensation un peu d'avoir un bleu quelque temps que vraiment la touche. Le fait de la toucher, je sais pas ce que ça me faisait, mais ça me faisait comme des décharges électriques dans le ventre et dans dans les mains. Tu sais, j'y arrivais pas, quoi. Physiquement, j'y arrivais pas, quoi. Sachant qu'en fait, comme j'avais du mal à la toucher, j'en ai parlé donc avec l'infirmière qui venait et du coup, elle avait pris un temps avec moi, elle s'était assise à côté de moi sur le canapé et puis elle avait mis sa main sur la mienne et on avait juste posé ma main sans toucher, sans rien, sur la cicatrice en Mm. fait. Et elle m'a dit dès que vous en pouvez plus, on s'arrête. Et en fait, on avait déjà fait ce premier exercice ensemble qui fait que bon, j'avais déjà touché une fois. Après, on l'a pas refait. Mais je l'avais au moins touché une fois, tu Ouais, vois, c'était l'idée d'accord. de, voilà, au moins reconnexion, c'est là. Et le côté émotionnel de la césarienne, est-ce que tu as mis du temps à le digérer? Oh my god, j'ai mis un temps phénoménal et même encore aujourd'hui, parfois c'est compliqué. Hein. Celle-ci plus que la deuxième. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que tu ressentais à l'idée de cette césarienne? Mais j'étais très très fâchée contre mon corps et contre moi-même en fait. Très souvent, et je le décris comme ça, c'est que j'en veux à mon corps de m'avoir abandonnée. En fait, j'arrive même pas à en vouloir à mon bébé. J'en veux à mon corps de m'avoir abandonnée, alors que je sais très bien que j'étais à dilatation, etc. Hein. Mais j'en veux à mon corps de m'avoir abandonnée. On n'a pas fait le boulot requis, quoi. Non. Et donc ça a été très compliqué pendant très longtemps, et ça a été d'autant plus compliqué qu'en plus j'ai voulu assister à des réunions pour donc c'était deux nénettes qui avaient fait ça pour les accouchements en AAD, mais elles disaient que quelle que soit la façon dont tu es accouché, tu pouvais venir si tu veux. Je précise juste accouchement à domicile, AAD, parce qu'on ne l'a pas dit. Ça se prétendait bienveillant, etc. Donc j'y suis allée et donc j'ai parlé si tu veux de mon vécu et en gros je me suis bouffée dans la gueule textuellement. Non mais de toute façon Maïane, comme t'as eu une césarienne, c'est pas un vrai accouchement. Bon bah j'y suis pas retournée, hein. Voilà. Mais du coup c'était assez frais et je m'étais dit bah je vais aller là peut-être aussi tu vois pour m'aider à en parler, à passer tu vois à passer les peut-être un peu à autre chose quoi si tu veux. Donc tu avais besoin d'extérioriser en fait. Ouais, j'avais besoin d'en parler. Je me suis dit, au moins, c'est un cercle, on parle de naissance, etc. Au moins, tu vois, ça va être le lieu où je vais pouvoir décharger un peu tout ça. Et en fait, je me suis bouffée dans la gueule que, ben, non, comme c'était une césarienne, j'avais pas vraiment accouché, quoi. C'est vraiment dommage parce que tu es allé chercher du soutien dans un endroit qui se prétendait bienveillant et qu'on te balance ça comme ça. Alors peut-être qu'elles se sont pas rendues compte, mais en tout cas, quand on prétend animer un groupe de parole, il faut être un peu plus délicat que ça, quoi. Bah, disons que je n'ai absolument, moi, personnellement, rien contre toute forme tout choix qu'on va faire dans la façon dont on veut enfanter. Mais je pense elles étaient tellement ancrées dans l'AAD que, du coup, ben, les autres avaient pas leur place, tu vois. Et toi, comment ça se manifestait, ce traumatisme que tu avais par rapport à la césarienne? C'est quand tu repensais à ton accouchement ou c'était tout le temps? Moi, c'était vraiment une colère vis-à-vis de mon corps, en permanence. C'était vraiment en permanence, c'est vraiment un truc qui m'a duré. Je pense que ça a été permanent jusqu'à ce que vraiment la cicatrice visuellement s'estompe. Et t'arrivais à parler de ton accouchement, à le raconter sans trop d'émotion? Je le faisais parce que je me disais que de toute façon, même si je pleurais, il fallait que je le fasse pour que ça sorte, pour que ça s'exorcise, quoi. Il fallait que je mette des mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X pour exorciser le truc, pour arriver à, plus j'allais en parler, plus ça allait aussi, ce qui s'était passé allait s'ancrer. Tu vois, cette histoire de quand tu te répètes, je suis belle, je suis belle, je suis belle, tu sais, tu finis par l'accepter, par le fait que ça rentre. Et je me suis dit, si je veux accepter cette histoire qui finalement fait partie de nous, eh ben, il faut que j'en parle, faut que j'en parle, faut que j'en parle. Mmh. Et qu'est-ce qui t'aurait aidé à ce moment-là à accepter et intégrer la césarienne sans te culpabiliser? Je sais pas, et je sais pas, c'est une question que je me pose parce que pour le coup, ma deuxième césarienne, je l'ai pas vécue comme ça. Et je sais pas. Et je pense que ouais, mon mari a été vraiment top. Au final, j'ai un compagnon qui est vraiment un compagnon en or. Non, il n'est pas à vendre, mesdames. Et du coup, vraiment, au niveau du corps, au niveau de la sexualité, au niveau on parle énormément. Il m'a touchée comme je voulais, aux endroits où je voulais. Au début, c'était beaucoup lui qui posait juste sa main sur ma césarienne. J'avais besoin de ce contact-là, tu vois. Il y a un espèce de contact très magnétique entre nous. Quand ça va pas, il suffit qu'il me touche et ça va mieux. Donc bon, voilà.
Donc j'avais vraiment... C'est drôle parce que t'as dit il posait sa main sur ma césarienne au lieu de dire ma cicatrice. Oui, bah voilà. C'est rigolo du coup. Mais du coup, ouais, il mettait sa main de temps en temps ici. Tu vois, la chaleur, l'irradiation de la chaleur me faisait du bien. Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un mal des fois, c'est genre comme un bleu. Puis le fait qu'il pose sa main, ça allait mieux. Donc, je pense qu'en fait, on a géré plutôt ça très très bien en couple. On a su s'écouter. Enfin, en tout cas, pour le coup, il a su m'écouter parce que il a su m'écouter. Il a su respecter mes limites corporelles ou justement peut-être si j'avais besoin de les repousser, bah m'aider à les repousser. Et c'est vrai que je pense que ça a bien aidé au final. Ouais. Et cette phrase qu'on t'a prononcée à ce groupe de parole là, sur l'AAD, le fait de pas vraiment avoir accouché, est-ce que toi c'est quelque chose que tu te disais aussi ou pas? Ah bah sur le moment oui, en plus. Si tu veux, c'est que c'est venu faire écho à une blessure que j'avais à ce moment-là. Aujourd'hui, non, ça y est, je suis vraiment réconciliée avec ça. Mais sur le moment, ouais, carrément, c'était violent, hein. Et est-ce que tu te raccrochais au fait que tu avais quand même finalement fait tout le travail? C'est ça, exactement ça. Je me suis dit, mais en fait, et c'est ça qui m'a permis vraiment de me réconcilier avec mon corps sur la longueur, c'est de me dire, mais en fait, t'as fait le taf. Tu vois, tu fais pas partie de ces femmes qui ont été césarisées sans sentir les contractions. Toi, t'es arrivée jusqu'à 9 de dilatation. Donc, en fait, t'as pu tout ressentir finalement dans ton corps. Et je pense que c'est une chance. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as écouté l'un des derniers épisodes de podcast de la matrescence où Clémentine Sarlat interview Michel Audin qui parle de la césarienne. Et il dit que la meilleure option, entre guillemets, de césarienne, c'est cette césarienne-là où on fait tout le travail. Et on arrive à la césarienne après parce que finalement, il y a tous les mécanismes du corps qui se mettent en place. C'est juste, on va dire, la toute fin, l'expulsion qui n'a pas lieu de manière physio où on ouvre et on sort le bébé. Mais comme il y a tout qui a déjà été mis en place, en fait, alors je sais plus, il le dit beaucoup mieux que moi, mais tout ce qu'il faut au terme d'hormones, etc., est déjà là, quoi. Donc c'est top. C'est ça. Alors en plus, ce qui, pour le coup, a permis de me réconcilier sur ce chemin-là, c'est que j'ai effectivement fait la formation Biological Nurturing de Suzanne Colson, donc tu as beaucoup de références à l'instinct, etc. Et j'ai pu entendre effectivement Michel Audin en conférence et j'ai surtout pu le rencontrer en personne, avoir des discussions avec lui, etc. Ce qui fait qu'effectivement, et d'autres personnes du même acabit que Michel qui sont juste extraordinaires avec qui t'échanges et du coup c'est des gens qui te font mais un bien fou de les entendre, c'est de la pommade sur tes cicatrices quoi et tu te dis ok en fait ok bon bah c'est qu'à un moment donné la césarienne d'urgence pour l'expulsion il y en avait besoin mais on a tous fait notre taf au mieux qu'on pouvait et juste il y a eu un bug dans la machine, ça peut arriver, finalement quelque part tu te dis j'en suis venue à me dire finalement merci la césarienne parce que peut-être qu'à une autre époque j'aurais perdu mon enfant, mes 2 enfants. On peut reprocher beaucoup de choses aux avancées médicales, mais pour le coup peut-être qu'à une autre époque moi je serais pas maman quoi. Donc j'ai eu besoin d'un coup de pouce pour la sortie finale. On a eu besoin d'un coup de pouce pour la sortie finale. Et on a fait tout le reste quoi. Et je voulais te demander, est-ce que ça t'a donné envie rapidement de réavoir un enfant pour tenter un accouchement par voie basse? Est-ce que tu as eu envie après cette césarienne d'accoucher par voie basse? Alors oui, de toute façon. Alors rapidement, non, puisque la gynécologue nous avait quand même dit que faire attention. C'est là où elle m'avait mise en garde sur les temps, tu sais, de cicatrisation vraiment interne entre 2 césariennes. Elle m'a dit, écoutez, vraiment, s'il y a 2 ans d'écart, pourquoi pas, mais elle me dit, avant, ça va être chaud, quoi. Parce qu'en fait, le risque d'enchaîner une grossesse rapidement après une césarienne, c'est que ça pète, en fait, au niveau de l'utérus, parce que l'utérus a été ouvert, puis recousu. Donc, si on étend à nouveau l'utérus rapidement, la cicatrice peut s'ouvrir, en fait. Et c'est ça, en fait. Comme, en fait, on incise en profondeur la peau, les muscles, effectivement, toute cette cicatrisation, même si t'as la cicatrisation externe, si tu veux, c'est comme quand tu te fais vraiment une grosse coupure au doigt avec un couteau. T'as toujours la cicatrisation externe qui est un peu plus rapide, et puis des fois, t'as quand même toujours un peu mal quand t'appuies sur ton pouce, parce qu'en interne, ça s'est pas encore totalement cicatrisé. Là, c'est le même phénomène. Donc effectivement, ils font attention à ça parce que une grossesse c'est du poids, c'est de l'étirement, c'est de la sollicitation sur une cicatrice qui est pas forcément hyper bien fermée à l'intérieur. Donc il y a tout ça à faire attention si tu veux. Donc au moins attendre 1 an avant d'entamer une nouvelle grossesse. C'est ce qui est préconisé. Moi, elle m'avait même dit 2 ans, tu vois. Bon, voilà. Après, moi, faut savoir que j'étais enceinte de ma 2e. Mon fils avait dans les environs de 15 mois, je crois. Donc on était à 1 an et demi. Bébé surprise, me demandez pas, c'était un bébé surprise.
On en a tout de suite parlé avec la gynécologue. Elle m'avait dit bah oui, dans ce cas-là, on surveillera plus quoi. On fera attention, mais il y a pas de raison. Là-dessus, elle me rassurait vachement. Elle me dit non, mais c'est pas parce que vous avez eu une première césarienne que ça fait 1 an et demi que vous pourrez pas accoucher par voie basse. Il y a pas de raison. Donc, tu envisageais ce qu'on appelle un AVAC, donc accouchement par voie basse après césarienne. Et est-ce que c'était devenu une obsession pour toi et la césarienne une crainte, ou est-ce que tu le vivais assez sereinement? J'avoue que j'y ai pas trop pensé jusqu'à ce que la date du terme se rapproche. Et c'est juste que on avait la notion de césarienne, mais à chaque fois que la gynécologue en parlait, moi je repoussais le truc, tu vois. Mon mari, c'est bien de me le ramener de temps en temps en me disant mais tu te souviens de ce qu'elle a dit? Ouais. Rien à faire. Garde ton truc pour toi. En fait, moi mon truc c'était me parasitez pas avec vos idées parce que si je me mets ça en tête, ça va forcément finir en césarienne. Et puis en fait, il s'est avéré qu'on est tombé sur la même problématique. Donc 15 jours avant le terme, la gynéco, on discute, elle me dit bah écoutez, on est sur le même souci qu'avec votre premier, elle est très haute. Elle me dit moi vous avez encore 15 jours. Elle me dit la seule chose c'est que moi dans 15 jours, je ne pourrai pas être au bloc, je ne suis pas là. Donc soit on programme la césarienne et on la fait ensemble, soit on programme la césarienne avec un collègue, soit vraiment vous êtes sur l'idée de la voie basse, mais on garde en tête que ça peut se finir en césarienne d'urgence. Donc là, grosse discussion à la maison à peser les pour, les contre. Je suis tombée en effondrement total dans son bureau. Ouais, ça a dû être hyper difficile pour toi de te dire j'aurai pas mon accouchement par voie basse ici, quoi. Mais parce que je voulais ma revanche, en fait. C'était vraiment une histoire de revanche. Je voulais ma revanche sur l'histoire des femmes de notre famille. Je voulais ma revanche sur ma première césarienne. C'était vraiment un lourd... tu vois, il y avait du lourd, quoi, derrière. Donc vraiment, j'étais en colère, quoi. Donc on a quand même pris le temps de peser le pour et le contre avec mon chéri. Et mon chéri me dit, non, mais moi, je me sens pas du tout de revivre émotionnellement le stress de la césarienne d'urgence. Il me dit vraiment, je t'aime de tout mon cœur, mais là, ça, non, quoi. Donc on a pesé le pour et le contre, et heureusement, je faisais de l'hypnose avec une sage-femme. C'est un ange, tout le monde devrait avoir une Béatrice dans sa vie. Ah, moi aussi, ma sage-femme, c'était Béatrice, et je l'adore. Et on devrait tout avoir une Béatrice dans notre vie. Voilà, c'est ça. Et du coup, dès que je l'ai su, j'avais une séance d'hypnose le lendemain, et je me suis effondrée dans la salle. Elle me dit, vous savez quoi? Elle me dit, ce qu'on va faire, c'est que à partir de maintenant, donc il me restait 15 jours, elle me dit, je vous vois 2 ou 3 fois par semaine dans les 15 jours. Et en fait, on a travaillé pendant ces séances-là, on a travaillé sur le deuil de la voix basse et l'acceptation de la césarienne. Pendant toutes ces séances, on a travaillé que là-dessus. Et je pense que heureusement qu'on l'a travaillé, parce que même si au final j'y allais quand même à reculons, on a quand même bossé le truc. Et la gynécologue a été aussi hyper top, parce qu'elle m'a dit, écoutez, vous rentrez jeudi matin. Je vous ausculte. Si vous avez bougé d'un demi-poil de millimètre, je ne vous opère pas, c'est promis. Donc tu vois, j'avais cet espoir pendant une semaine qui m'a tenu et je te jure, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait la marche du petit chien, je jouais à 4 pattes avec mon fils par terre en marchant, enfin je faisais tout ce que je pouvais, quoi. Je me disais mais faut qu'elle descende, quoi, tu vois. D'un côté, tu faisais tout pour qu'elle descende, et d'un autre côté, tu faisais un travail inverse d'accepter le fait que peut-être elle descendrait pas. C'est ça. Et en fait, je me suis dit, dans ma tête, c'était au moins j'aurais tout fait pour. Ouais. Je ne pourrais pas être en colère comme pour la première fois, parce que j'aurais tout fait pour. Même si j'avais un très grand sentiment de frustration, parce qu'au final, ça a pas fonctionné comme j'aurais voulu. Donc, mais cette fois, c'était plus un sentiment de frustration que de colère, parce que de toute façon, on avait fait un choix calculé. Vraiment, on avait posé ça de façon mathématique, basique et froide. C'est est-ce qu'on va jusqu'au bout et on prend le risque de vivre émotionnellement la même chose qu'une césarienne d'urgence, ou est-ce qu'on le fait une semaine avant terme? Et dans ce cas-là, c'est comme ça, c'est mathématique, c'est calculé, et on fait comme ça. Et du coup, dans ces 15 jours, j'ai aussi pondu mon plan de naissance avec un plan de naissance du coup pour la césarienne et pour l'allaitement. Ça, c'est chouette. Et au final, je suis arrivée le jour de la césarienne avec cette énorme frustration, si tu veux. Mais en même temps, avec ce côté, ok, mais j'ai quand même tout essayé. Et j'ai mon plan de naissance de césarienne. Et qui a été plutôt bien respecté au final quand même par les équipes. Et c'est quoi ce plan de naissance de césarienne? Moi, j'avais demandé à avoir la lumière tamisée. Enfin, au maximum de ce qu'ils pouvaient faire, parce que quand même, ils opèrent. J'avais demandé à avoir le plus chaud possible. Donc, comme toujours pareil, pour des questions de prolifération, ils peuvent pas augmenter trop. Mais cette fois-ci, ils l'avaient d'office mis à 20. Et ils m'ont mis de couverture chauffante tout de suite. Je sais plus ce que j'avais demandé. La présence de mon conjoint, bien sûr, qui a été acceptée. Ah oui, j'avais demandé à pouvoir pousser.
J'étais un peu mitigée là-dessus. Je me suis dit, non, mais attends, de toute façon, tu sens plus rien en bas. Alors, pousser ou pas pousser, qu'est-ce que tu sauras que tu pousses? Et puis, je me suis dit, tu sais quoi? Élude la question, mets la poussière sous le tapis, demande à pousser parce que de toute façon, psychologiquement, tu te sentiras actrice. Ça, c'est super et d'après ce que j'ai pu entendre et j'ai notamment une amie qui a accouché par césarienne et à qui on a demandé de pousser, elle m'a dit que ça avait vraiment changé énormément de choses au niveau de la vision que tu as de toi-même en train d'accoucher et de te dire: «Bah, je fais quand même quelque chose, en fait, pour expulser mon bébé». C'est ça, exactement. Et puis le truc aussi qui m'a détendue, et vraiment c'est là où je te dis que j'ai vraiment une équipe de fous, c'est que bah du coup quand je suis arrivée le jeudi, donc c'était un jeudi, le jeudi matin, ma gynécologue m'examine, forcément ça n'avait pas bougé, donc forcément on allait partir en césarienne, mais du coup ma sage-femme qui me faisait l'hypnose avait prévu le coup, elle me dit jeudi je vous réserve un créneau, je viens vous voir avant que vous descendiez. Super! Donc on a refait une séance avant Ah, qu'on c'est descende. génial ça! Et donc du coup je pense que déjà j'étais plus détente, je savais que j'allais avoir mon mari, on avait fait une séance d'hypnose, ils avaient plutôt bien préparé la salle, du moins au mieux, parce que forcément c'était pas forcément tamisé comme moi je voudrais, hein, on peut pas faire une césarienne à la lueur des bougies, hein, faut pas exagérer, mais en tout cas ils avaient fait un max, et puis j'avais une équipe assez détendue, qui rigolait, qui plaisantait, qui était réactif à mon humour de merde, à ce Ouais, moment-là. il y avait pas d'urgence, en fait, et ça se sentait, Non, il y quoi. avait pas d'urgence, ça allait, c'était cool, quoi. Ma fille est sortie, et comme je voulais pas qu'elle soit toute seule, etc., mais pour le coup, on avait vraiment une sage-femme pour nous, en fait, pour nous, le couple. Donc, elle était dans le champ quand ils ont sorti ma fille, etc. Mais à partir du moment où ma fille est sortie, c'est elle qui l'a pris. Et bon, mon mari est tombé dans les pommes quand même, une fois que ma fille est sortie. Tout de suite, du coup, la sage-femme qui était là pour nous, du coup, tout de suite, elle lui a relevé les jambes, voilà, il a repris des couleurs. Du coup, donc voilà, donc quand ma fille est sortie, une fois que monsieur a eu repris tous ses esprits, etc., la sage-femme l'a embarqué avec ma fille et c'est lui qui a fait tout de suite le pot à pot. Elle savait, en plus, c'était une sage-femme avec qui je m'entendais très bien parce qu'entre-temps, je travaillais du coup avec la maternité par rapport à l'allaitement. Donc elle me connaissait, elle le savait, etc. Donc elle m'avait dit, t'inquiète pas, s'il y a le moindre truc, je viens chercher du colostrum. Elle me dit, mais tu sais très bien que des fois, les bébés ont pas forcément faim tout de suite. Elle me dit, mais t'inquiète pas, je viendrai chercher ce que j'ai besoin s'il y a besoin, t'en fais pas. Donc j'étais assez rassérénée là-dessus. Je savais qu'elle était en pot à pot avec son papa. Donc même si je devais rester en salle de réveil, finalement, bon, c'était pas dramatique, tu vois. Et comme c'était une césarienne qui était pas d'urgence, tu as pu être en salle de réveil, donc au chaud, quoi, et pas en salle d'opération. Oui, voilà. La seule chose, c'est qu'en fait, ce jour-là, il pouvait pas me laisser ma fille et il pouvait pas faire redescendre mon mari parce qu'en fait, on avait une petite fille qui venait de se faire opérer, qui était en saturation et qui demandait une surveillance permanente. Donc du coup, il ne pouvait pas me permettre d'avoir ma fille. Voilà, c'était possible, mais comme c'est une salle de réveil commune, bon, bah s'il y a un autre cas qui est un peu plus prenant, ils peuvent pas le faire. D'accord. Et ta cicatrisation, ça a été, t'as pu la toucher cette fois-ci, ta cicatrice? Oui, un peu plus. De toute façon, j'étais toute seule, donc pas vraiment le choix. Donc, mais un peu plus, oui, plus rapidement quand même, vraiment. Donc ils ouvrent exactement au même endroit, quoi. Ben moi, pour le coup, oui, j'ai vraiment elle l'a fait de telle sorte que c'était vraiment sur la même, quoi. Et elle a pris le même chemin. Il y avait une voie qui était déjà tracée, elle a pris la même. Et est-ce que t'as massé, toi, ta cicatrice pour le premier, pour le deuxième? Je pense que je l'ai massée très tard. D'accord. Alors déjà la première, je pense que je l'ai massée vraiment très très tard. Et j'ai quand même ce truc de à partir du moment où c'est ouvert, mais c'est vraiment c'est dû à l'hypersensibilité tactile en fait. Ça me fait des décharges électriques quand c'est trop récent en fait. Mais même une plaie de manière générale classique si tu veux. Tant que c'est trop récent, ça me fait des décharges électriques en fait. Donc du coup, j'y allais doucement. Au début, c'était plutôt de la tamponnade pour pas faire des caresses qui me feraient ce truc un peu désagréable. Donc plus au début, un peu de tamponnade, je séchais bien, je faisais attention. Je mettais pas de produits, etc. Puis après, quand j'ai commencé à me sentir un peu plus, j'avais plus trop ce toucher un peu gênant. Bah là, j'ai commencé à mettre un peu d'huile. J'osais pas trop masser parce que tu sais, c'est le côté j'ai un bleu. Alors même si je sais que normalement ça décolle les adhérences, etc. Mais sur le moment, non, je pense que je l'ai massé vraiment très très tard. Genre ma fille, elle avait déjà, si c'est pas 6 mois, même plus. D'accord. Mais même si c'est tard, c'est mieux que rien, hein, c'est très bien de le faire. Ça, je savais que même si c'était tard, c'était mieux que rien. Mais ouais, dans ma tête, tu sais, c'est cette espèce de peur un peu irrationnelle de se dire ça va se rouvrir. Alors, c'est un peu irrationnel. Non, mais je comprends, hein, c'est... Ouais, moi, je pense que moi, j'ai des petits points, j'ai accouché par voie basse et j'ai eu quelques petites déchirures. Le fait de masser,
C'était difficile. Je l'ai fait parce que je savais qu'il fallait, que c'était bien, que je voulais pas d'adhérence, etc. Mais psychologiquement, fallait que je sois assise, parce que sinon j'allais pas tomber dans les pommes. Enfin, c'est difficile, c'est quoi. Il y difficile. a un côté émotionnel très dur, hein, je trouve. Après, moi, je sais pas si ça joue dans le sens où c'est ce que je te disais, je porte une cicatrice depuis que je suis bébé parce que j'ai été opérée à la naissance. Et donc, quand j'étais petite, ça faisait vraiment une très grande cicatrice sur mon ventre. Donc, est-ce qu'il y a des empreintes corporelles qui sont restées de ces expériences-là? Je saurais pas te dire, mais je sais que, j'ai pas de mal à voir du sang, hein, j'ai pas de mal à voir du sang, j'ai pas de mal à prendre soin des cicatrices des autres, j'ai pas de mal, mais à partir du moment où je me blesse vraiment très franchement, j'ai du mal à toucher tout de suite. Ouais. Mais du coup, si des femmes nous écoutent et vont ou sont césarisées, même s'il s'est passé plusieurs mois, c'est hyper important de masser justement pour faire partir ces adhérences. Encore aujourd'hui, où on voit beaucoup moins la cicatrice, il y a des fois où je le fais, hein, je me masse encore un peu. Hein. Et il y a une super machine que certains kinés ont. Alors, c'est des kinés spécialisés dans le périnatal qui s'appelle Indiba. Ça fonctionne par électro, je sais pas quoi, mais ça commence par électro. Et c'est justement pour enlever les adhérences au niveau des cicatrices, même des années plus tard. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des soucis, des douleurs au niveau des cicatrices, à aller chercher un kiné spécialisé qui aurait Indiba. Franchement, c'est la technologie qui peut nous aider un peu au niveau des cicatrices. Il faut y aller, quoi. Je le glisse là parce que je l'ai su il y a pas très longtemps, mais sachez que cette technique fonctionne très très bien sur des crevasses très importantes. Ah, ok, d'accord. Donc c'est vraiment Indiba, ça peut servir pour tout, même au niveau des vergetures sur le ventre, ça aide aussi. Ce que m'a dit ma kiné. Et je voulais savoir, donc est-ce que après émotionnellement cette deuxième césarienne, comment tu l'as vécue? Est-ce que c'était très différent de la première? Alors pour le coup c'était différent, j'étais plus dans de la frustration. De finalement pas parce qu'en fait le truc, ce qui s'est passé, c'est que quand ils m'ont présenté ma fille, pour le coup j'ai eu cette espèce de halo un peu de tu vois, comme ça, et quand je l'ai vue, j'ai su que j'aurais pas d'autres enfants. Vraiment, j'étais complète, enfin j'avais besoin d'aucun autre enfant dans ma vie. Alors si la nature nous joue des tours, voilà, on fera excuse, mais je veux dire, de nous-mêmes, de notre volonté personnelle et même de la mienne, non, vraiment, je me suis sentie vraiment, c'est bon, ça y est, je suis au total, tout va bien, c'est ok. Donc ce besoin de transition que tu avais ressenti pour ton fils entre la grossesse et le fait d'avoir ton enfant devant toi, cette transition, tu avais le sentiment de l'avoir eu pour ta fille. Ça t'a pas fait la même chose? Non, ça m'a pas du tout fait la même chose. Puis du coup, on est restés toutes les deux aussi. Alors pour le coup, pour ma fille, j'avais vraiment spécifié que je ne voulais aucune visite. Comme ça, c'était clair. Et on est vraiment restés dans notre bulle pendant 3-4 jours, quoi. Il y avait nous et puis de temps en temps papa et le grand qui venait, mais ma belle-mère aussi qui est venue. Mais donc tu l'as vécu complètement différemment, quoi. Ouais, dans notre bulle, vraiment avec notre ocytocine qui était pas trop dérangée aussi. Donc du coup, je pense que ça a bien aidé. En fait, tu t'étais préparée au fait qu'elle naisse par césarienne, donc ça te faisait ta transition, quoi, et t'as pas eu ce problème de connexion. Je pense que le fait de l'avoir travaillé en séance d'hypnose m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Je pense que sans ça, ça aurait pas été la même. Et même les douleurs, pour te dire, les douleurs post-enfantement au niveau de la césarienne et tout, je les ai gérées en homéopathie. Même si frustrée de pas avoir pu casser un cycle comme ça, un espèce de cercle vicieux transgénérationnel, et de pas avoir pris ma revanche sur ma première césarienne, frustrée mais pas en colère, tu vois. C'était pas pareil. Oui, parce que deux césariennes, alors toi, tu as dit que tu avais ressenti ce besoin, cette sensation d'être complète et donc de ne pas vouloir d'autres enfants, mais dans tous les cas, deux césariennes, normalement, il n'y a plus de voix basse envisagée après, donc tu sais, toi, tu veux pas d'enfant de toute façon, donc tu sais que tu n'accoucheras pas par voix basse aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à accepter et à digérer? Alors, je l'accepte et je le digère d'autant mieux que je me dis que je ferai tout pour que ma fille ait le plus d'informations possible. Au jour d'aujourd'hui, je travaille pour ma fille, mais par ce biais-là, forcément, je travaille pour moi. Donc, quelque part, il y a un chemin de réparation aussi qui se fait à travers, finalement, de tout le travail que je fais aujourd'hui. Et puis, finalement, tu t'aperçois qu'il y a 1000 façons d'enfanter sur la Terre, quoi. Enfin, même si j'avais un troisième enfant, je ne renoncerais pas à la voix basse. Je ferai absolument tout pour savoir, quitte à faire, moi qui suis contre, une échographie en 3D pour voir si le cordon est enroulé, si on arrive à le voir, etc. Et si tant est que le résultat final soit, on fait quand même une césarienne, je choisirai de faire une césarienne programmée 1 semaine après terme. D'accord. Pour laisser à mon bébé le plus de temps possible, physiologique, là où il devrait être naturellement.
mais l'idée que donc cette éventualité n'arrive pas, parce que c'est le plus probable, puisque c'est pas ce que tu veux, tu es OK et en paix avec cette idée-là? Oui, parce que je me raccroche à l'aspect médical aussi. Et puis je me raccroche à l'aspect tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire on a tous les trois, parce que du coup ça a été chacun son tour, on a tous les trois fait notre taf, on a fait des choix mathématiques et froids, calculés pour la deuxième. Oui, on en est conscient, mais c'était conscientisé, donc j'ai pas de regrets, j'ai pas de choses avec ça. Donc non, ça y est, je pense que ça y est, on est passé au stade où ok, mon corps a fait son taf, mes bébés ont fait leur taf. À un moment donné, ça a bugué dans la machine, ça peut arriver. En même temps, j'ai vécu, je suis en co-allaitement long depuis 4 ans. Donc mon fils a 6 ans, ma fille a 4 ans, ils sont encore allaités tous les deux. Donc c'est quelque chose aussi qui permet, je pense, la réparation et la transition hormonale de manière différente. On a fait du pot à pot plus que plus pendant très très longtemps avec chacun de mes enfants. On a conscientisé, humanisé cet enfantement par voie basse de manière différente. Voilà. Vous avez compensé. On a compensé. Voilà, je cherchais le mot. Merci. Ouais, je t'en prie. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la césarienne? Moi, c'est comme ça que je le perçois. Au final, je vais bien, mes enfants vont bien. Ok, c'était un écueil sur notre parcours. Maintenant, je travaille encore à l'accepter, à l'intégrer dans notre histoire. C'est pas infaisable, ça demande du temps, ça demande de l'indulgence, ça demande de la bienveillance et de l'amour envers moi-même et surtout envers moi-même. C'est bête à dire, c'est très cliché, mais il faut laisser le temps au temps. Et par contre, pas avoir peur de prendre la place dont on a besoin, si on a besoin d'en parler, de trouver des lieux, de trouver des personnes ressources et d'en parler, quoi. C'est pas parce qu'on vous dit non, mais t'as accouché par césarienne, t'as pas accouché, qu'il faut se caler là-dessus et se dire bah non, j'ai pas enfanté. Si, moi j'ai enfanté. Et d'ailleurs, je dis pas que j'ai accouché, ce qui pourtant physiologiquement pourrait être plutôt le cas. J'ai vraiment accouché. On m'a même accouché, plus précisément, mais non, je considère que j'ai enfanté mes enfants. On a fait un taf tous les quatre. Je les ai enfantés parce que au-delà de la délivrance finale, il y a quand même tout le parcours d'avant. Il y a quand même toute la grossesse. Donc j'ai enfanté, j'ai créé la vie, je l'ai portée. Et d'ailleurs, il y a des associations, des groupes, des comptes Instagram en lien avec les césariennes. Quand j'ai fait mon projet de naissance pour la césarienne, donc pour ma deuxième grossesse, je me suis basée sur le site Césarine, qui est vraiment un super retour et qui parle justement des AVAC aussi sur des césariennes. D'accord. Bah, je mettrai quelques liens ressources, donc n'hésitez pas à aller piocher là-dedans. Et aussi un conseil qu'on peut retirer de ton histoire et de ton parcours, qui est quelque chose que moi personnellement j'avais fait, c'est de prévoir ce scénario alternatif de la césarienne dans son projet de naissance pour sentir, au cas où du coup la situation entre guillemets nous échappe, qu'on a quand même une petite partie de contrôle. Il y a quand même cette partie-là sur laquelle on avait pu poser quelques exigences qui sont respectées et je pense que c'est hyper important. Ouais. Tu vois, si j'avais une troisième, le projet de naissance de césarienne, je le ferais tout de suite. Parce que ça fait partie de notre histoire et qu'éventuellement, mais au moins, tu vois, il serait posé tout de suite. Ouais, moi j'avais 3 chapitres. J'avais projet de naissance physio, au cas où, projet de naissance péri, et au cas où, projet de naissance césarienne. Ouais, mais c'est bien. Mais au moins, c'était posé. Et c'est posé pour l'équipe médicale, mais c'est posé pour nous aussi parce que ça fait qu'on envisage la césarienne aussi psychologiquement. Et je pense que c'est important. Oui. Le cerveau, en fait, moi, je trouve que le cerveau fait très bien son job. Et c'est presque ça ce que j'ai envie de dire aux mamans, finalement, en mot final, c'est le cerveau fait hyper bien son job. C'est pas parce que vous avez dans un coin de votre tête la possibilité que ça finira comme ça. Mais en même temps, l'avoir dans un coin de la tête, c'est qu'au moment où ça arrive, on est beaucoup moins surprise qu'une césarienne d'urgence ou quelque chose, autre chose sur le parcours qui pourrait éventuellement moins bien se passer. Donc finalement, avoir les choses dans un petit tiroir de sa tête, c'est pas les ignorer, c'est pas les mettre en avant, c'est savoir que c'est là. Et si à un moment ça arrive, le choc est quand même vachement moins grand. Super. Merci Maïane, merci beaucoup pour toute cette mine d'informations. C'est chouette, je pense qu'il y aura de quoi faire là pour les femmes qui seront intéressées. Donc merci beaucoup d'avoir pris la parole sur un sujet un peu différent d'habitude. Je te dis à très vite. Salut Maïane. À très vite, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute. Le mieux, ce serait d'envoyer l'épisode à 1 ou 2 personnes qui pourraient être intéressées.
Venez également me suivre sur Instagram @lescoquelicots.podcast et n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode des Coquelicots. Et d'ici là, prenez soin de vous.